Donc, bonjour tout le monde. Mathieu et moi, on vous accueille. On va débuter dans une dizaine de minutes le webinaire. On vous invite à faire comme Mathieu et moi on l'a fait, de vous présenter, de dire quel est votre rôle dans le mouvement, dans quelle région canadienne vous vivez. Et ça va nous permettre aussi d'avoir une idée de qui est en ligne. Et on devrait débuter à temps. À tout à l'heure. Allô? Allô, bonjour Nancy. C'est qui ça? Mike? C'est Matthew. Matthew, hi. OK. Ça va? Oui. On a été ici Allô? aussi. Allô, Nancy? OK. Salut! Ça va? Comment ça va? Oui, ça va bien. Good. On attend, il y a 70 personnes inscrites. Il y en a déjà 15 en ligne. Moi, je vais faire la petite introduction, puis ta présentation, puis la balle sera dans ton camp. Tu vois que présentement, les diapositives, c'est les diapositives du réseau canadien DEC. Après ça, il va mettre les tiennes que tu vas pouvoir changer à ton rythme. Il paraît que ça a bien été hier en anglais. Oui, c'est ça. J'ai pas vu les commentaires, Mathieu. Est-ce que vous avez eu des commentaires après ou c'est correct? Ah oui, c'est correct. On a reçu aucune question par courriel pour cette séance. Ouais. Okay. Mais moi, j'ai croisé des gens ici à l'atelier d'innovation sociale qui l'avaient écouté, puis ils ont vraiment bien apprécié, ils ont compris l'envergure, la démarche, les processus qui est impliqués. Ils ont même dit que tu pouvais parler terriblement vite pour dire plein de choses intéressantes.
Mais c'est ça que je dis, je veux dire, la même chose, c'est comme speed dating. Là. C'est vraiment, pourquoi tu payes ton aide dans 5 minutes là, pour voir ce qu'il faut. Parce qu'il y a tellement, il y a tellement d'enjeux, là, puis il y a tellement d'enjeux qui sont encore extrêmement pertinents. Ah oui, oui, oui. Puis moi, la limite, c'est moins pire parce que je ne connaissais pas beaucoup de monde, mais là, c'est tout mon monde. Ben oui, c'est ton pas monde. dire n'importe quoi. Non. Ben là, il commence déjà à t'entendre. Non, c'est mais on... muted the broadcast right now, donc des personnes ne peuvent pas écouter. OK. Entends. Et Mathieu, quand on ne voit pas de téléphone à côté des gens, c'est parce qu'ils vont écouter par leur ordinateur, c'est ça? Exactement. OK. Puis là, il y a une personne qui a un téléphone. Ça veut dire que c'est muté ou il nous entend? Oui, il peut nous entendre maintenant. Ah bon. Ben bonjour, l'inconnu au 418. Ah, c'est moi, ça. Je suis Adam Desbiens, je suis au pôle d'économie sociale de la Côte-Nord. Ah, il fait beau par chez vous? Oui, il fait beau. C'est à la Côte-Nord? Mon bureau est à Bécomo. OK. Moi, j'étais un petit gars de village. Je viens d'un beau petit village qui s'appelle Ragno, à 20 km à l'ouest. Il disait qu'on fallait se connecter par téléphone, mais si on peut se connecter par Internet, oui. Je peux me connecter par Internet, ça coûterait peut-être moins cher à vous autres. Ben oui, si vous regardez dans le menu en haut, il y a le téléphone. Si vous faisiez dessus, ça va vous donner les options de disconnect phone puis de vous brancher via l'audio de votre ordinateur. OK. Bon, ben, c'est que je vais raccrocher puis je vais me brancher là. Mais vous n'avez pas besoin de fermer la plateforme. Non, OK. Parce que je ne suis pas très bon en anglais, hein, vu que c'est tout ouais, mais juste en haut, tu as Meeting, l'icône de son. Juste à côté, tu devrais avoir l'icône de téléphone. Puis tu as une petite flèche à côté. Tu pèses dessus, puis tu fais Disconnect my phone. Puis là, tu vas avoir un menu qui va apparaître pour dire Connect my audio. Okay. Tu pèses là-dessus, puis tu vas l'entendre via ton ordi. Non, écris-nous dans le chat. OK. C'est bon. Je vais raccrocher puis je vais me connecter par le son de l'ordinateur. Merci beaucoup. Donc, pour toutes les personnes qui sont au téléphone présentement, vous pouvez écouter le webinaire via votre ordinateur, si vous préférez. Vous pouvez le faire par téléphone ou par webinaire, puis il faut juste travailler avec l'icône de téléphone en haut au menu. OK, je vais commencer le broadcast maintenant. Puis on commence dans 1 minute, Mathieu? Oui. Bonjour tout le monde, on va commencer juste dans quelques minutes. C'est un avantage. Si tu changes de PC régulièrement, ou si tu sais que tu travailles sur plusieurs matériels, il faut y avoir un sondage. Mathieu, est-ce qu'on peut mettre en sourdine les téléphones? C'est un avantage. Je l'utilise sur le badge. L'inconvénient, pardon, et le plus pour rejoindre les médailles en local. Mathieu, tu me dis qu'on peut commencer. Hein? J'attends ton cue. En fait, je pense qu'on peut commencer. J'imagine il y aura quelques personnes qui vont se joindre un peu plus tard, mais c'est d'accord. C'est parfait. Non, vas-y, il y a déjà 27 participants, là, puis ça, il y a du monde dans le groupe, donc ça se ramasse, ça. On veut pas. Ben oui. Donc, bonjour tout le monde. Bonjour Nancy, bonjour Mathieu. Mathieu, c'est la personne du Réseau canadien de DEC qui soutient toute la logistique avec Anna de ce webinaire. Donc, bonjour. Et c'est avec plaisir que je vous souhaite la bienvenue au webinaire 30 ans en 60 minutes.
l'histoire de l'économie sociale au Québec avec notre conférencière invitée, Nancy Mintam. Ah oui, on peut faire ça comme ça. Donc, moi, je m'appelle Ethel Côté. Je suis praticienne en économie sociale et solidaire depuis une trentaine d'années. Mais j'ai eu le privilège de cheminer avec Nancy sur la scène canadienne et à l'international. Donc, je profite vraiment de l'occasion pour la remercier, car elle a su nous inspirer des milliers de personnes ici et d'ailleurs, en francophonie, mais aussi dans l'ensemble du mouvement de l'économie sociale et solidaire et du développement économique communautaire. Si vous ne l'avez pas fait, je vous invite à vous présenter et à partager d'où vous venez, qui vous êtes, dans quelle organisation vous êtes impliqué, dans la boîte de clavardage, dans le chat à droite en bas. Donc, plusieurs personnes l'ont fait. Il y a des gens de toutes les régions du Québec, puis même à l'extérieur du Québec. Donc, bienvenue à ce webinaire. Si vous avez une caméra aussi, pendant que je parle, vous pouvez l'activer. Donc, on pourra voir aussi une variété de visages et d'origine, et peut-être d'âge aussi, parce que je vois qu'il y a vraiment différentes personnes. Donc, bonjour. Activez votre caméra, puis on aura un portrait de famille aussi pendant que je parle. Et vous pouvez saluer les gens. Salut Mike. La séance d'aujourd'hui est proposée par le Réseau canadien de développement économique communautaire et le réseau RCDEC. Cette année, nous célébrons notre 20e anniversaire. Vous savez, nous sommes un réseau pan-canadien qui regroupe plusieurs centaines d'organismes communautaires, de coopératives, d'entreprises d'économie sociale, d'entreprises collectives de toutes les formes et de personnes qui s'investissent dans le développement économique local pour une économie inclusive et durable. Au cours de ces dernières années, le Réseau canadien de développement économique communautaire a organisé plusieurs séminaires comme celui-ci et je vous invite à visiter le site Internet pour voir la variété des thématiques. Il y a vraiment, ça touche énormément de sujets qui sauront vous intéresser, j'en suis certaine, dans votre travail et dans votre militantisme. Tous ces webinaires sont accessibles sur le site et sont gratuits pour les membres du Réseau canadien DEC. Donc, une bonne façon de vous dire, ne vous gênez pas, vous pouvez devenir membre de cette grande famille. Je tiens à vous remercier d'être parmi nous aujourd'hui, alors que nous accueillons Nancy Mintam, qui sera notre guide pour un voyage dans le temps durant les 30 dernières années. Au cours de cette période, le mouvement de l'économie sociale et solidaire est vraiment devenu une force majeure en développement socio-économique au Québec, à l'échelle locale, à l'échelle régionale, nationale et même internationale. Nous apprécions beaucoup ton soutien et ta participation, Nancy, dans tout ce travail qui nous aide à honorer l'histoire telle qu'elle nous donne l'espoir d'aujourd'hui et pour l'avenir. Vous savez, nous devons nous enraciner dans nos histoires afin de faire avancer nos mouvements avec discernement et honorer les aînés est une forme vitale de célébration. Comme l'écrit Marc Langlois, qui est un entrepreneur social canadien, nous devons valoriser l'histoire, non pas pour qu'elle stagne dans le progrès, mais plutôt pour informer le présent et l'avenir. Quand l'histoire et l'espoir dansent en rythme, c'est une bonne chose. Quelques renseignements techniques. Si la qualité du son ou les présentations sont plus ou moins douteuses, vous n'avez pas. Donc, ça peut dépendre de la vitesse ou de la qualité de votre connexion Internet. Si le son ou les vidéos sont saccadés ou différés, on vous invite à fermer toutes les autres applications, que ce soit votre courriel, le Skype qui est allumé en parallèle et tout. Si vraiment le son vous fait défaut, vous pouvez toujours vous connecter au webinaire par téléphone. Et là, il faut regarder au haut du menu, vous avez l'option du haut-parleur. À côté, juste au-dessus de Mathieu, vous avez le haut-parleur, le téléphone, et là, vous pouvez vraiment, si votre haut-parleur vous fait défaut, vous brancher par téléphone. N'hésitez pas, pendant toute la conférence, à poser des questions dans la boîte de clavardage et en bas à droite de votre écran. Et on a une période de questions après la présentation. Vous savez, comme c'est aussi l'anniversaire du Réseau canadien DEC et qu'on a une invitée extraordinaire pour nous parler de 30 ans d'histoire, je vais aussi inviter les gens. Des fois, on n'a pas de questions, mais on aurait des vœux. Des vœux pour nous soutenir mutuellement dans le travail que l'on fait. Donc, on recueille les toasts, on recueille les hommages, on recueille les vœux pour continuer à marcher ensemble, cheminer ensemble et construire et continuer de construire ce mouvement qui change notre vie, mais qui change la vie de milliers de personnes dans nos régions respectives. La séance est enregistrée
Et l'enregistrement sera aussi disponible sur notre site Internet, puis peut être visionné par des membres de vos organisations. Donc, assez parlé. C'est maintenant le temps de présenter une grande amie de longue date, une collègue de toutes les batailles. Et je vois qu'il y a beaucoup de monde en ligne qui viennent du Québec, donc vous la connaissez. Cette dame qui a laissé sa trace un peu partout dans la société québécoise, un peu partout dans l'économie sociale et solidaire. Elle a su en inspirer plusieurs. Et moi, je viens de l'Ontario français. Et je peux vous dire que lors des premières discussions où est-ce qu'on osait parler de social economy en Ontario, c'est Nancy qu'on a invité pour venir nous parler. Donc, Nancy Minton est conseillère stratégique pour le chantier et le TIES. Elle est ex-PDG, chantier de l'économie sociale de 1996 à 2015. Mme Minton est présentement conseillère stratégique pour le chantier de l'économie sociale, mais aussi pour le territoire innovant en économie sociale et solidaire, un centre de liaison et de transfert de connaissances en innovation sociale. Elle agit également comme conseillère dans le développement des affaires à la fiducie du chantier d'économie sociale, un fonds de capital patient dédié aux entreprises collectives. Avant de participer à la fondation et à la direction du chantier, Nancy a travaillé dans le domaine du développement économique communautaire dans le sud-ouest de Montréal. Elle possède une expérience de près de 30 ans dans le domaine de l'économie sociale et est reconnue sur les plans national et international par son expertise dans le domaine. Mme Minton est membre de l'Ordre du Canada, officière de l'Ordre du Québec et a reçu des doctorats honorifiques des universités Concordia et du Québec dans l'Outaouais. Chère Nancy, la parole est à toi. Oui, salut, merci Ethel. Et ça fait un peu drôle de parler, surtout avec des collègues. Moi, je suis en haut, là, à la Maison d'économie sociale. Il y a des gens qui sont en bas puis ils m'écoutent. Ils vont me checker, c'est que je ne pourrais pas raconter trop de menteries, malheureusement. Mais juste pour expliquer un peu le contexte de cette présentation-là, c'est suite à ma décision de me retirer de la direction de chantier, j'ai commencé à collaborer avec le TIES, un centre de transfert, et nous avons eu un contrat, ou en tout cas un soutien de la Fondation McConnell pour essayer de tirer les leçons de la construction du mouvement de l'économie sociale au Québec. Donc, c'est un peu le résultat de ça. Là, j'ai travaillé, j'ai l'équivalent d'un livre en termes d'écriture, etc. Et là, je commence à le transférer dans les périodes de 1 heure. C'est un peu comme speed dating, là, il faut résumer son être là, dans quelques instants. Alors, je vais faire le mieux que peut, mais il faut voir ça un peu comme ça. Chacun des éléments que j'apporte, bon, il y a des questions descriptives, mais aussi surtout des leçons. On pourrait jaser pendant des heures sur probablement chacune de ces choses-là, mais je me dis, certaines des leçons sont dans le fond bien apprises et d'autres qui sont encore des débats en cours. Alors, je présente ça en vrac et évidemment, pour mes collègues proches, on peut continuer à jaser et j'aurai aussi l'occasion d'aller ailleurs au Canada dans les prochains mois dans le cadre de ce contrat-là avec McConnell. Alors, je commence ma présentation, il y a une petite introduction, puis après, c'est comme on a dit, c'est un voyage historique sur la construction de ce mouvement-là, à partir évidemment de mon expérience, parce qu'il y a des choses qui sont venues avant moi et des choses qui viennent après. Mais ça, c'est un peu l'expérience que moi j'ai vécue et avec des défis pour l'avenir à la fin. Alors, je l'ai mis en 5 périodes dans le récit et dans chaque fois, c'est un peu, c'était quoi la conjoncture, c'était quoi les acquis, qu'est-ce qu'on a réussi à gagner pendant cette période-là, quelles étaient les avancées et quelles sont les leçons qu'on a apprises de ça. Donc, c'est un peu le sens de la présentation et je vais aller très, très vite parce que, comme je dis, 30 ans dans 1 heure, c'est... même moi, ce qui parle vite, c'est beaucoup. Alors, juste si on part d'aujourd'hui, puis bon, je vais passer vite parce que la majorité des gens au Québec le savent, on est dans un contexte en 2018-19 où on a un riche écosystème qui continue à grandir, bon, avec des hauts et des bas. Il n'y a jamais rien de facile ni de simple dans ce que nous faisons, mais on a quand même, si on se compare et on se compare, on dit souvent, on a une loi cadre qui reconnaît l'économie sociale comme partie intégrante de l'économie québécoise et d'ailleurs le chantier comme interlocuteur privilégié. On a un réseau d'organisations nationales, régionales, sectorielles qui constituent un riche écosystème. On a des outils financiers, on a des relations solides avec les universités, la recherche, le transfert.
On a des organismes dédiés au développement de la main-d'œuvre, aux achats sociaux, aux achats mutualisés, au transfert de connaissances. On a des collaborations stratégiques des municipalités, des syndicats, des groupes environnementaux, les secteurs privés, notamment autour des achats. On joue un rôle assez important au niveau international dans les réseaux internationaux et on collabore autant avec l'OCDE, les instances de l'ONU que le Forum mondial de l'économie sociale, le G7. Et ce qui est pour moi, à mon âge, extrêmement encourageant, et même je voyais quelques visages tantôt, une forte implication des jeunes, y compris des associations étudiantes, des réseaux de jeunes et un nombre croissant de jeunes. Donc, ça fait un mouvement. Moi, je pense qu'on peut dire, et ça fait quand même un bout de temps, on a ce mouvement-là, mais d'où c'est venu, puis comment on a pu le construire et quelles sont les leçons pour ce passé-là. Alors, le tout commence bien avant qu'on parle de la terminologie économie sociale qui est ressortie en 96. Mais au début des années 80, on était, comme tout le monde le sait, à la fin d'un processus de ce qu'on appelait des 30 glorieuses, où ce que le contrat social était en train de se transformer. Il y avait une désindustrialisation importante ici au Québec. Il y avait des enjeux d'étalement urbain, il y avait des appauvrissements et en même temps la montée de l'idéologie, si on veut, néolibérale de ce qu'on appelle le trickle-down effect, qui disait que pour faire la richesse et le bien-être de tout le monde venait d'une réduction de taille de l'État, de laisser les forces de marché et le secteur privé se développer et soi-disant créer de la richesse qui par la suite descendrait, mais qui ne descendait pas, puis on le sait aujourd'hui. Et donc, on était dans un contexte vraiment du début de cette période-là. Et malgré ça, et presque instinctivement, on voyait bien que cette théorie-là n'amenait rien aux populations dans les quartiers où ils travaillent des organismes sociaux ou pour les travailleurs. Et donc, et on voit le début dans les mouvements sociaux d'une activation des organismes, disons, des mouvements sociaux pour se définir. Moi, j'appelle ça le période d'un choix identitaire. Parce que autant on a créé la première CDEC, Corporation de développement économique communautaire dans le sud-ouest de Montréal, qu'il y avait la même année qu'il y avait la création du Fonds de solidarité, donc le choix des syndicats, d'un syndicat de se définir autrement que comme une organisation qui négocie des conventions collectives. Il y a le premier fonds local d'investissement pendant cette période-là qui est servi de modèle par la suite. Il y a eu le Forum pour l'emploi à la fin de cette période-là qui a réuni 1500 personnes de tous les milieux pour dire qu'est-ce qu'on peut faire pour arriver au plein emploi. Et même à ce moment-là, on a commencé à s'insérer dans un mouvement international. En 88, on avait organisé avec des collègues de la France un colloque international sur le développement économique communautaire qu'on appelait le local en action. Et d'ailleurs, il y avait des gens du CETNET qui étaient parmi les fondateurs du CETNET, mais le CETNET n'existait pas, qui étaient associés avec nous dans l'organisation de cet événement international. Et à la fin de cette période-là, ce qui s'est passé, c'est qu'il y a eu la création des comités, ce qu'on appelait des comités de relance de l'économie et de l'emploi dans l'Est, dans le sud-ouest de Montréal, qui a ouvert des portes à des nouvelles approches de développement. Bon, Nancy, 2 secondes. Les gens aimeraient bien te voir aussi pendant que tu nous parles parce que, en tout cas, les personnes qui te connaissent savent que tu parles avec passion. On a activé la boîte de... Le problème, c'est que je ne suis pas capable de voir mes tu vas la voir, ça va apparaître à côté. OK. Active ta caméra, puis les diapositives. OK, donc vous voyez là? C'est bon? Ça change rien, là, tu le partages. Oh, OK, il faut que je le partage. Start sharing, OK, c'est vrai. OK, on te voit. OK, c'est bon. Alors, quels sont les enjeux et les leçons de cette période-là? Le premier, puis en tout cas, c'est peut-être pour nous quelque chose d'acquis, mais qui, je le vois encore dans certains milieux communautaires, etc. On a fait un choix de se définir comme un acteur économique et de se réapproprier dans ce sens-là, ou de l'approprier vraiment le concept de l'économie sociale qui était très mystifié et considéré comme un domaine d'experts pour réaliser que une science humaine. On a eu des débats, mais je pense que c'est des débats qui continuent, puis c'est des centaines d'années entre eux. Est-ce que si on veut avoir une économie qui est plus humaine, qui est plus égalitaire, est-ce qu'on crée des petites utopies où tout est parfait en partant, ou est-ce qu'on s'intègre dans
la complexité de la système dominant pour essayer de le transformer dans son ensemble. Évidemment, c'est le deuxième choix qu'on a fait, mais ça faisait partie des discussions. Évidemment, à ce moment-là, puis c'est encore le cas, le gouvernement qui arrivait en disant « la solution magique, c'est l'entrepreneuriat. Tout le monde va devenir entrepreneur, on va régler les problèmes du monde avec ça. » Puis ils travaillent dans les quartiers où tu avais un taux d'analphabétisme et d'aide sociale de longue durée tellement élevé, c'était complètement illusoire. Donc, tous les enjeux d'aménagement du territoire, donc toute l'approche DEC, c'était des moments où on a réalisé ça parce que sinon tout était en silo et tout le monde nous disait « c'est ça la solution. » C'est sûr que dans ce cas-là, c'est pas la première fois à partir du moment où on s'est définissait comme acteur économique, on était devant un enjeu. Comment on traduit la voie citoyenne en matière de développement économique et comment ça s'exprime, comment on mobilise, comment on démocratise des concepts, comment on consulte le monde. Et d'ailleurs, c'est encore quelque chose, je pense, qui est extrêmement pertinent comme questionnement. Il y a eu des débats à cette époque-là. Est-ce qu'on collabore avec l'ennemi? Vous comprenez, travailler avec le secteur privé, les méchants, les gens qui font du profit, etc. Ça a été tout un débat sur lequel on a dû se pencher, puis nos pratiques ont évolué. Et évidemment, dans tout ça, ce qu'on a réalisé et ce qu'on a appris, c'est que ce qui marche et ce qui est nécessaire si on veut faire des choses autrement, c'est une approche du bas vers le haut et de reconnaître à la juste valeur nos propres compétences et expertises. Et ça devient avec toute la question de réapproprier l'économie. L'économie, c'est une science humaine, c'est des êtres humains, c'est des choix. Alors, c'était une période, comme je dis, d'un choix identitaire où on s'est intégré carrément comme acteur économique et c'était quand même une petite révolution dans les mouvements sociaux à l'époque. Bon, la période après ça, de 89 et 96, comme j'ai mentionné, là, on a eu des occasions, surtout à Montréal, mais ailleurs, mais on a été dans une situation économique extrêmement difficile, taux de chômage 13,2% en 93, donc en tout cas, ça tournait autour de ça pendant plusieurs années. Un pourcentage de la population québécoise très élevé sur l'aide sociale, effondrement de l'immobilier à Montréal, tension entre les milieux urbains et ruraux, on jouait beaucoup un contre l'autre, et l'approche de développement local, il était projet pilote, il était là, mais il était vraiment, sur l'image, il était projet pilote, ou comme certaines gens plus sérieux, on était un peu les boy scouts, là, et on ne prenait pas trop au sérieux. Malgré ça, on a réussi à faire des choses intéressantes et il y a eu cette innovation en développement territorial. Bon, moi, j'ai été associée à la démarche dans le sud-ouest de Montréal où ce qu'on a créé et on a donné un mandat à une organisation non gouvernementale d'être maître d'œuvre d'un plan de relance impliquant un ensemble d'acteurs. Et c'est là où on a développé une structure représentative des milieux des affaires, du communautaire, syndical, et il y en a d'autres qui sont rajoutés par après les acteurs culturels, etc. Et ce modèle était reproduit dans d'autres quartiers et villes. Et entre-temps, au niveau de la ruralité, les communautés rurales se réunissaient aussi pour approcher le développement rural autrement par une vision de prise en charge. Et c'était la création de solidarité rurale, puis il y a eu de plus en plus d'échanges entre les deux. Les enjeux et les leçons de cette période-là, c'était effectivement, on a vu tout le potentiel de la création de ces espaces d'innovation sociale que je dis, puis c'est évidemment un débat à l'ordre du jour présentement, parce que l'innovation sociale, c'est pas une affaire d'experts, c'est pas des gens qui vont s'asseoir et venir dire aux gens comment innover. L'innovation venait de la création de ces espaces où il y avait des gens de différents milieux, de différentes perspectives, et en mettant ça ensemble, pour essayer de résoudre des problèmes concrets sur le terrain. Ça donnait, et bon, si on avait le temps, je pourrais donner plein d'exemples, mais des choses que maintenant on fait, mais qui étaient des innovations à l'époque parce qu'on avait cet espace-là. L'autre élément, évidemment, c'est que pour que ces choses réussissent, l'importance d'un enracinement puis une prise en charge par le milieu, comme je dis, c'est pas une affaire d'experts. Et c'est là où ça commençait à être évident. En tout cas, au début, c'était un soupçon, puis à un moment donné, évident que en se prenant en main collectivement pour revitaliser notre milieu, on était quand même au niveau de la création d'emplois d'entreprises un peu dans une situation de passivité à attendre que les entrepreneurs des entreprises privées viennent s'installer. Donc, toute la notion de dire qu'on pouvait être initiateur de projets d'entreprise, c'est à ce moment-là que ça a commencé à émerger.
Et toujours, et je fais le lien avec le numéro 6, et de voir aussi c'est que la pérennité de nos actions viendrait de cette forme de propriété collective où on était non seulement entrepreneurs, mais on pouvait aussi garder le contrôle sur la façon que ces entreprises-là allaient contribuer à la communauté. On les appelait à l'époque parce qu'on n'avait pas le vocable économie sociale, des entreprises qui étaient économiquement viables et socialement rentables. Et bon, évidemment, ça voulait dire, et c'est toujours le cas, il y a toujours cette tension entre les impératifs économiques et sociaux, mais en tout cas, la leçon, c'est que c'est une tension qui est créative, puis en les mettant ensemble, ça nous amenait plus loin constamment quand on prenait le temps de profiter, si vous voulez, de ces tensions. Et finalement, même chose dans ce cas ici, on a fait énormément d'apprentissage de ce qui se passait ailleurs dans le monde et on s'insérait dans ce domaine-là, puis le travail international démontrait qu'on était loin d'être les seuls à avoir ces genres de pratiques-là, puis d'aspirer à d'autres formes de développement économique. Alors, on a pensé globalement, on a maintenu une vie, puis des liens avec le milieu international, mais évidemment, on a agi localement. Bon, tout ça a amené à une période d'indécision. Bon, les gens plus vieux, en tout cas, savent ça, connaissent ça, peut-être les jeunes moins, mais en 96, il y a eu un moment charnière dans le développement du mouvement d'économie sociale. C'était un sommet sur l'économie et l'emploi, et un peu, ça devait être un sommet sur l'avenir du Québec. On était dans un contexte référendaire, comme vous le savez, 40 000 voix qui ont séparé le oui puis le non, donc une société qui était quand même divisée sur une question assez fondamentale, une situation de chômage très élevée, une dévitalisation beaucoup dans les régions rurales, mais aussi dans certaines parties de Montréal. L'économie était très faible à Montréal, donc il y en a qui allaient bien, mais il y a d'autres quartiers où c'était assez désastreux. Et pression des agences de crédit internationaux pour restreindre les dépenses publiques au Québec, donc la fameuse discussion et objectif de déficit zéro qui était sur la table. Et c'est dans ce contexte-là que le gouvernement du Québec a convoqué une conférence socio-économique en mois de mars 1996 qui a mené un sommet 6 mois plus tard sur l'économie et l'emploi. 4 groupes de travail qui ont été créés parce que le premier ministre avait dit c'est pas le gouvernement qui va créer des emplois, donc faites-nous des propositions. On a regardé beaucoup vers le secteur privé, mais il y a quand même eu une petite place parce en se définissant comme acteur économique, on a réussi à se faire reconnaître comme des acteurs légitimes autour de la table lors de ce sommet-là. Il y a un groupe de travail sur l'économie sociale qui a été créé et moi, je me suis ramassée à présider ce groupe-là. Alors, il y a eu c'était un moment extrêmement important. C'était des propositions qui sont venues soit des organismes sociaux ou soit directement du groupe de travail sur l'économie sociale ont mené à la nouvelle politique familiale que tout le monde connaît basée sur des places à 5 piastres dans les centres de la petite enfance. Il y a eu la création d'un fonds de lutte à la pauvreté. Il y a eu l'annonce d'une politique de développement local qui s'en viendrait, mais qui intégrerait le support à l'économie sociale, parce que c'est ça notre première recommandation, c'est reconnaître l'économie sociale comme composante. C'était reconnu dans la loi cadre beaucoup d'années plus tard, mais à ce moment-là, de dire reconnaissez l'économie sociale comme une partie intégrante de la structure socio-économique du Québec. Donc, dans toutes les politiques, il faut qu'on soit autour de la table. Ça a mené aussi à la reconnaissance du secteur communautaire comme acteur du dialogue social. L'année après, les organismes communautaires se trouvaient une place à la table dans la création de la Commission des partenaires du marché du travail au moment où le Québec a repatrié tout le contrôle des initiatives en formation de la main-d'œuvre. Il y a la création du risque au moment du sommet et la création du comité sectoriel de main-d'œuvre. Tout ça s'était passé autour du moment du sommet sur l'économie de l'emploi et le groupe de travail sur l'économie sociale. Bon, 2 leçons qui ont été importantes. Nancy Marie Bouchard nous écrit aussi qu'il y a eu dans cette foulée historique aussi la marche du pain des roses. Le mouvement. Oui, c'est ça. Mais comme je dis, j'ai tout ça dans la longue version, là, mais c'est pas le temps dans 1 heure à expliquer la notion d'économie sociale est venue des infrastructures sociales, la marche des pains des roses, le mouvement anti-pauvreté, les mouvements sociaux qui se mobilisaient. Oui, je suis d'accord, c'est tout là.
Mais la terminologie économie sociale était une terminologie qui n'était pas du mouvement des femmes, c'est venu après. C'était porté par le gouvernement. Ils voyaient vraiment comme une façon de créer des emplois pour les personnes sur l'aide sociale. Et c'était un peu ça l'objectif quand ils ont créé le groupe de travail. Mais nous, on a un peu hijacké cette terminologie, puis on l'a mis au bon endroit, c'est-à-dire de ce qu'il est aujourd'hui, l'entrepreneuriat, des entreprises et des organisations collectives au sein de l'économie. Mais entre tout ça pour dire qu'il y a la nécessité d'une construction identitaire, ce qui était le point important au moment du sommet en 1996, c'était l'idée de dire construire une coop d'habitation, une coop de travail, une garderie sans but lucratif, un radio communautaire, qu'on pouvait se donner une construction identitaire commune et ça permettait de montrer la force de ce qui est l'économie sociale dans la société québécoise à l'époque et aussi de montrer son potentiel en se mettant ensemble et en se donnant cette identité commune. Et l'autre élément qui était important, et je pense qu'on a fait la démonstration à ce moment-là, puis ça n'a jamais dérogé depuis, du potentiel énorme quand on rentre dans une relation avec l'État basée sur un processus de réelle co-construction, parce que le sommet, c'était un moment où on pouvait mettre l'avant des propositions issues du terrain, issues des acteurs de l'économie sociale, de l'action communautaire, du mouvement syndical, du mouvement des femmes, etc. Et autour de ça, il y a des politiques publiques, il y a des mesures, des programmes qui sont développés et qui ont créé un peu une base sur laquelle on continue avec des hauts et des bas, évidemment, d'avancer. Bon, après le sommet, là, il y avait une période de grande effervescence en termes de développement, de 1996 à 2004, parce que d'un côté, bon, la poursuite, évidemment, de formes d'économie dominante, mais aussi au niveau international et ici, de plus en plus de critiques du modèle de développement, et c'est là où on a vu la naissance en cette période-là du Forum social mondial, la première édition en 2001, la prise de conscience des enjeux environnementaux, la lutte au changement climatique qui prend de plus en plus d'importance. Et au Québec, par exemple, il y avait une collectif pour une loi sur l'élimination de la pauvreté, donc tout le mouvement passe aux écarts de plus en plus grands entre les riches et les pauvres. C'était une période de grande effervescence en termes de nouvelles politiques publiques, pas toutes reliées à l'économie sociale, les petites enfances, le développement local, l'équité salariale, le soutien à l'action communautaire. Il y a eu effectivement une législation contre la pauvreté et l'exclusion sociale, le maintien des droits de scolarité qui sont les moins élevés en Amérique du Nord. Donc, c'était une période au niveau politique public, mais aussi dans la construction de l'écosystème qu'on connaît aujourd'hui. Il y a la création du chantier qui est devenu une structure permanente en 1989. Il y a le déploiement de la politique de développement local avec les centres locaux de développement à travers le Québec qui avaient des mandats de soutien à l'entrepreneuriat et ça incluait l'entrepreneuriat collectif, le soutien à l'économie sociale avec des instruments, des outils. Il y a eu 17 conseils régionaux de développement. Il y a eu la création de fonds locaux d'investissement inspirés notamment de l'expérience dans le sud-ouest avec le Fonds de développement pour Montréal. Il y a l'accès au programme de prêts et de garantie de prêts pour investissement Québec qui s'est ouvert aux OBNL parce qu'avant, les coop avaient accès, mais pas les OBNL. Il y a la première ARUC, Alliance de recherche en économie sociale. Et il y a eu, même si ça a eu des conséquences que plusieurs années plus tard, une reconnaissance de l'innovation sociale dans la nouvelle politique scientifique du Québec au début des années 2000. Mais c'était aussi une période, et c'est important de questionnement et de débat importants. Et c'est, en tout cas, il ne faut pas avoir peur de ces débats-là, c'est une des leçons d'ailleurs, mais ça montrait qu'on commençait à sortir des marges pour déranger suffisamment pour que ça provoque un certain nombre de débats. Bon, un des débats importants avec nos collègues et nos amis et nos alliés du mouvement syndical, c'était autour de l'économie sociale et des services publics. Où est-ce que ça commence à finir les services publics, où est-ce que l'économie sociale peut intervenir sans servir comme certains nous accusaient, d'être le cheval de Troie de la privatisation des services publics. Il y a dans le milieu communautaire une crainte légitime aussi. Je pense que dans chacun des cas, il y avait une certaine il fallait être prudent. La marchandisation du communautaire, ça ne veut pas dire que tout d'un coup, les organisations de défense des droits des locataires allaient commencer à tarifer les locataires qui avaient besoin de soutien. En tout cas, il y avait beaucoup de clarifications en fait avec le milieu communautaire.
il y a eu ce qui nous est arrivé du secteur privé, c'était la concurrence déloyale. Si on avait une entreprise qui était d'ailleurs, je pense que quelqu'un de Bécomo, là, on avait eu des cas et là, on avait une entreprise de recyclage qui était portée par le milieu communautaire, etc. Il y a le privé qui dit, c'est une concurrence déloyale. Quand on a fait l'analyse, on a pu montrer que la concurrence déloyale ne venait pas de l'économie sociale, mais plutôt du secteur privé qui avait accès à beaucoup plus de sources de financement. C'est encore le cas aujourd'hui d'ailleurs. Mais il y avait cette image que nous, on était des gens qui vivaient de subventions, puis les entreprises privées vivaient sans aide de l'État. Alors, il fallait démystifier, disons, cette accusation-là. Il y a eu, comme les gens le savent, et ça se poursuit de manière moins intense, une grande réaction de certaines structures coopératives qui ne se voyaient pas dans l'économie sociale, qui voulaient maintenir une identité coopérative, si vous voulez, non contaminée par les OBNL, par d'autres structures, etc. Donc, ça, c'était des débats et des tensions extrêmement importantes. Il y a eu évidemment la vision de fond, autant en termes d'image qu'en termes de politique, etc., de dire que l'économie sociale, dans le fond, c'est une économie de pauvres, d'économie pour les pauvres. Il y a la vraie économie, puis ceux qui ne réussissent pas dans la vraie économie, mais on leur offre l'économie sociale et donc c'est un peu comme on était là pour ramasser les dégâts et donc il fallait aussi s'affirmer l'économie sociale dans toute sa dimension transformatrice, sans renier, évidemment, la responsabilité dans la lutte à la pauvreté. Il y a le lien avec l'économie sociale et culture et, bon, évidemment, toute la question de quel est notre rôle au niveau international. Est-ce qu'on doit travailler au niveau international, oui ou non, et avec qui et comment. Donc, ça aussi, c'était toutes des périodes de débats extrêmement intenses parce que c'était une période de grand développement, où on commence à déranger. Et des débats, évidemment, quand on dérange, ça provoque des débats, mais c'est pas nécessairement quelque chose de mauvais. Bon, alors, les enjeux des leçons en tout cas, encore une fois, c'est ma lecture que je tire de cette période-là, c'est toute l'importance de voir l'économie sociale dans toutes ses dimensions, tout son potentiel, mais aussi toute sa capacité, comme j'ai mentionné. Ça ne veut pas dire qu'on renie le rôle de l'économie sociale dans la lutte à la pauvreté, mais c'est pas pour construire une économie de pauvres, c'est pas construire une économie qui est plus inclusive, où il y a de moins de pauvres et qu'il y a la place pour tout le monde. Et donc, il fallait s'occuper de l'ensemble des dimensions de l'économie et pas juste s'occuper des parties qui ne fonctionnent pas. L'importance du rôle des mouvements sociaux, encore une fois, dans notre vision d'économie sociale, de l'action collective, la réussite en grande partie, je pense, du mouvement d'économie sociale au Québec, c'est le fait qu'on est resté collé d'une manière organisationnelle et à toutes sortes de niveaux avec les mouvements sociaux, des fois avec des débats, moins de débats, mais en sachant que notre objectif à la longue n'était pas simplement de créer plus d'entreprises, on avait une vision de transformation, d'inclusion, etc. Et ça a permis en même temps de renforcer le mouvement parce que beaucoup de gens issus de ces mouvements-là sont devenus des entrepreneurs en économie sociale. Bon, le rôle stratégique des alliances avec le milieu de la recherche et de l'enseignement supérieur, c'est évidemment pas sur n'importe quelle manière de le faire, mais à quel point le fait qu'on a pu travailler avec des chercheurs, avec des centres de recherche, avec ces milieux-là, nous a permis premièrement de mieux se comprendre, mais aussi de se donner une légitimité parce qu'il y avait des gens un peu plus loin de nous qui étaient capables de faire ces analyses-là, de les documenter, de faire des comparaisons internationales, de mettre la chair autour de nos actions, et ça a donné une légitimité, ça a beaucoup aidé en termes de politique publique. Évidemment, ça a aussi beaucoup aidé à former des cohortes et la nouvelle génération pour partir de ce qui était construit par le passé et pas recommencer entre la même chose, mais construire sur ce qui s'est déjà fait. Et évidemment, et je l'ai mentionné, moi, un des éléments importants, même si c'est pas toujours facile, c'est qu'on a réussi autant par la structure de gouvernance du chantier qui intègre jusqu'à un certain point certaines débats ou tensions constructives à l'intérieur de ces structures de gouvernance, mais l'importance de faire la place pour les débats difficiles parce qu'ils sont essentiels. Si on ne les fait pas, on n'avance pas.
Et je peux juste vous donner un exemple. Tu sais, quand on a commencé nos débats de secteur public, c'était le cheval de Troie de la privatisation. Et il y a à peu près 7-8 ans, là, en tout cas peut-être moins, je reçois un appel d'un syndicat de secteur public, c'est les infirmières qui m'appellent en me disant et nous, on n'en fait plus de l'organisation du système de santé et on pense que l'économie sociale, c'est la planche de salut pour innover puis trouver des nouvelles façons de réorganiser le système de santé. Alors, il y a la coopération, etc. Mais juste pour dire qu'on a vraiment évolué parce qu'on a pu faire ce débat-là avec nos collègues du mouvement syndical pour les rassurer dans notre vision de partager des valeurs et de voir le potentiel de l'économie sociale, même par rapport à leurs propres défis. Bon, la dernière période que je vais traiter, j'ai traité dans mes écrits, c'est cette période de 2004 à 2015, où le contexte était, jusqu'à un certain point, moins favorable. Il y a eu des changements de gouvernement au niveau fédéral et provincial, donc peu favorable à l'économie sociale, en tout cas certainement du côté fédéral, du côté provincial, bien, viendrait, on a réussi à se repositionner. Il y a la crise financière de 2008. Et en même temps, du côté de la société civile, la prise de conscience, il y a eu une prise de conscience avec 2008 des effets néfastes de la mondialisation, la financiarisation de l'économie, le mouvement occupé, mais en même temps, la montée de la droite en Occident. Donc, une période, bon, ce qu'on vit un peu encore aujourd'hui, mais qui posait des défis et en même temps créait des opportunités. Alors, il y a eu un certain nombre de choses qu'on a avancées au niveau de l'économie sociale. Il y a eu une période très brève en 2004 avec Paul Martin où on a eu un investissement fédéral en économie, ce qu'il appelle l'initiative sociale, l'économie sociale, qui a permis notamment ici d'avoir un autre ARUC, mais aussi de créer la CITI. On a, et ça c'est important, je pense que c'est vraiment là où c'est pour ça que je dis un moment social solidement enraciné. En 2006, 10 ans après le sommet de 96, on a pris une décision au chantier de dire, regarde, en 96, on était des petits joueurs autour de la table. On a quand même peut-être volé la vedette, mais on était des marginaux avec les grands. Et dans les dernières années, on a construit suffisamment pour dire on est capable maintenant, nous, d'organiser notre propre sommet. Alors, on a fait pendant 1 an, on a préparé avec nos partenaires des régions, des secteurs, des mouvements sociaux. On a fait une saison de l'économie sociale, des activités publiques avec évidemment la collaboration des pôles régionaux, beaucoup, puis d'autres qui ont fait des activités. Et on s'est réunis en 2006, l'automne 2006, avec 700 délégués de l'ensemble, et qui étaient des gens délégués par leur région, etc., parce qu'on avait des places limitées, pour se donner un plan de match pour l'avenir. Et ça a eu tellement une forte mobilisation que Jean Charest, qui ne nous avait pas trop pris au sérieux, le premier ministre du Québec à l'époque, on ne l'avait même pas invité, puis il a décidé qu'il voulait venir, et il est venu, puis c'est à partir de ça qu'on a eu le premier plan d'action gouvernemental du Québec en entrepreneuriat collectif en 2007. Bon, cette période-là, comme j'ai mentionné, c'était le moment où on a aussi innové dans le rapport avec les régions pour soutenir le développement des pôles régionaux, mais surtout dans une relation qui n'est pas une relation hiérarchique, mais partenariale, puis c'est encore une façon que le chantier continue à travailler. Et il y a toujours des tensions nationales, régionales, etc., mais c'est une dynamique qui, je pense, continue à se clarifier et progresser, et ça fait une grosse différence dans la façon de travailler. Il y a eu aussi une entente de partenariat signé avec la Ville de Montréal autour de l'économie sociale avec un ensemble de partenaires, la création de la FIDC. Il y a le premier lancement à partir du plan d'action gouvernemental sur les achats en économie sociale, l'économie sociale j'achète, la création du commerce solidaire, la mise en place de pièces. Et c'est à ce moment-là, dans le cadre de campagne électorale, qu'on est allé chercher des engagements. Quand le Parti québécois a été élu en 2000, ils ont déposé une loi cadre sur l'économie sociale, et comme la plupart du monde le savent, qui a été adoptée par l'Assemblée nationale à l'unanimité. Et ça, c'est important parce que depuis ce temps-là, les 2 autres partis qui ont voté pour ont pris le pouvoir, puis on a pu s'appuyer là-dessus pour continuer. C'est sûr qu'à la fin de cette période-là, il y a eu comme
disons, une période un peu plus sombre. Il y a eu, avec le gouvernement de Philippe Couillard, l'abolition de toutes les instances, dans le fond, où les citoyens, la société civile étaient présentes dans les structures de développement régional et local, les CLT, les CRE, les CEDEC, etc. C'était assez terrible, mais malgré ça, on s'est battu, puis on avait suffisamment de force pour pouvoir maintenir, même si c'était sur disons, sur le respirateur, pas artificiel, mais presque, pour une certaine période, des pôles régionaux, mais il était une des seules organisations qui impliquaient la société civile au niveau régional qui ont survécu puis qui sont restés et Dieu sait, c'est une bonne nouvelle parce que ça permet de faire beaucoup de choses aujourd'hui et des régions de pouvoir avoir leur place dans tout cet écosystème. Et donc, il y a tout un processus qui n'est pas terminé de repositionner et renouveler l'écosystème en économie sociale avec de nouveaux partenaires et des partenaires traditionnels. Bon, les enjeux et les leçons de ça, c'est sûr que cette période-là, ce qui m'a plus, en tout cas, j'ai retenu le plus, c'est l'importance de comprendre qu'un mouvement, ça ne se traduit pas par une structure. Un mouvement, c'est de reconnaître sa diversité avec toutes ses composantes qui interagissent, des débats, des contradictions, mais que c'est ça un mouvement qui fait qu'un mouvement vivant, comparé à certaines qui essaient de définir un mouvement simplement par une structure hiérarchique. Et donc, pour nous, c'était vraiment la force du mouvement, c'est la diversité. Et dans le même titre, que ça prend un écosystème pour construire une économie sociale, ça ne peut pas être une organisation territoriale, sectorielle, etc. C'est l'approche écosystème qui est vraiment une façon d'avancer. La nécessité de changer d'échelle aussi, ça devenait clair qu'on avait, comme on dit en anglais, proof of concept, on avait fait la preuve du potentiel, que ce soit par le instrument financier, par nos entreprises, le taux de survie, etc. Mais là, si on voulait vraiment transformer notre économie, et c'était vraiment la source de ça, d'ailleurs, c'est à ce moment-là que le chantier a modifié sa mission, sa déclaration de mission, pour rappeler que notre objectif n'était pas simplement de développer des entreprises et les promouvoir, c'était aussi comme composant de nouveaux modèles de développement. Et si on voulait donc transformer ce modèle-là, il fallait changer d'échelle. Et donc, c'est tous ces éléments-là. L'enjeu, bon, ça, on pourrait en discuter, c'est très un débat très chaud présentement. Comment il faut développer aussi au niveau de la finance une approche qui crée un équilibre entre l'offre et la demande, mais surtout qui partait des besoins des terrains, des gens qui font le développement des collectivités et pas des besoins et des intérêts des financiers pour construire une infrastructure de finances sociales qui était efficace par rapport à notre mission et notre vision. L'importance, malgré tout, de l'institutionnalisation, on a souvent peur de ça, avec raison, parce que ça apporte toutes sortes de contraintes, mais que si on ne s'institutionnalisait pas, c'était difficile de changer d'échelle et de faire tout le reste. Donc, la loi cadre a soulevé aussi tous ces enjeux-là de comment on s'institutionnalise sans devenir sclérosé, etc. Et lié à ça, ce qui nous a aidé et ce qui continue à aider, je pense, le mouvement, c'est la présence de la jeunesse et donc de faire la place au suivant et la nouvelle façon de faire. On sait que ce soit par les nouvelles technologies ou des nouvelles cultures, une autre philosophie, des façons que les gens de ma génération s'organisaient, la façon que les jeunes s'organisent, c'est pas nécessairement le même, les points de repère, les façons de communiquer. Et donc, l'importance de pouvoir faire la place aux suivantes et leur nouvelle façon de faire, c'est entre autres une des raisons que j'ai décidé que c'était temps pour moi de me retirer de la direction de chantier et laisser ça à la prochaine génération. Pas parce que je manque d'enthousiasme, mais je pense qu'il fallait que la prochaine génération prenne toute la place. Bon, en termes de l'avenir, puis on est dedans, et ça, sur tous ces points-là, on pourrait parler moi je pourrais parler pendant des heures et des heures, mais dans les enjeux d'avenir, juste rapidement, pour moi, il y en a beaucoup, mais un qui est, pour moi, est devenu extrêmement central présentement, surtout parce qu'on est dans les débats, encore une fois, parce qu'il y en a qui disent que c'est pas important, l'approche, la propriété collective, on est dans l'innovation sociale, dans la mise en valeur des héros, des individus, etc. Le défi de la démocratie, l'enjeu de la démocratie, il doit être au cœur de nos préoccupations et
En tout cas, ça, si les gens veulent en jaser, n'importe quoi. Le défi de changer d'échelle, comme j'ai dit, l'enjeu pour nous maintenant, c'est de vraiment faire en sorte qu'on gruge de plus en plus de place dans l'économie à toutes sortes de niveaux. On sait qu'on ne prendra pas toutes, mais on sait que la présence des entreprises qui agissent autrement, les outils financiers qui agissent autrement, ils ont des impacts sur le comportement des autres acteurs. Et donc, il y a Henry Mintzberg qui parle de rééquilibrer en assurant une plus grande présence. Alors, le changement d'échelle, c'est extrêmement important. Le défi de la diversité, bon, j'ai besoin d'en parler longuement. C'est un enjeu. Bon, on a eu des belles expériences dans le mouvement d'économie sociale. Je pense que notre rapport avec les Premières Nations, le fait qu'en 2012, l'Assemblée des Premières Nations, après des années de collaboration, mais plus lente, a décidé, le grand chef, de dire ce mouvement-là, c'est notre mouvement, on embarque et que l'association de l'Assemblée des Premières Nations devient membre du conseil d'administration de chantier. En tout cas, c'est pas comme fréquent qu'ils prennent cette décision-là. Alors, je pense que ça, c'est une forme de diversité qu'on a gérée relativement, en tout cas, de façon intéressante. On va dire ça comme ça, mais évidemment, il y a beaucoup d'autres formes de diversité, puis ça a été un défi extrêmement important. Le défi de la cohérence, on parle de l'importance d'un mouvement qui est très, très, pas éclaté, mais très diversifié, avec toutes sortes de composantes territoriales, sectorielles, etc., de mouvements sociaux. Alors, il y a un enjeu de cohérence et je pense qu'autour de cet enjeu de cohérence, un des défis qu'on a collectivement avec tous ces acteurs-là, c'est de travailler à articuler le modèle de développement auquel nous aspirons. Je dirais que c'est un défi et je dirais que c'est un défi compte tenu des enjeux et presque le compte à rebours par rapport aux enjeux écologiques et la protection de la planète devient un défi urgent. Non seulement de dire on veut un autre modèle de développement, mais l'articuler puis pouvoir voir comment on peut arriver à un point de bascule où ce modèle-là, il devient le modèle dominant. Et finalement, pour arriver à ça, évidemment, le défi de poursuivre la mobilisation locale, nationale et internationale. Et quand je parle de mobilisation, c'est pas juste la mobilisation des expertises. On ne change pas le monde juste avec un groupe d'experts. On change le monde avec le monde. Et donc, on a un enjeu de mobilisation qui se poursuit. Alors, c'est quelques-uns et encore une fois, dans 3 quarts d'heure, j'ai fait passer 30 ans de ma vie. Alors, j'arrête avec ça, puis je vous écoute pour des questions ou commentaires. C'est fascinant, Nancy. En tout cas, je peux te dire déjà en partant, parce que j'enseigne ici à l'École d'innovation sociale à Saint-Paul, que ta présentation, éventuellement le texte que vous allez écrire aussi, ça va devenir vraiment une ressource contextuelle historique vraiment inestimable. Tu as fait référence au débat, l'importance de la démocratie. J'ajouterais aussi l'importance de travailler ensemble pour les intérêts collectifs. Ceci dit, on a 4-5 questions et j'en ajouterai une 6e si jamais on a le temps. La première, c'est de Mike Toy. En effet, suite à la présentation, il se demandait si la FFQ jouait un rôle important dans l'économie sociale, soit à l'ordre du jour du sommet, que tu nous as fait référence, le sommet de l'emploi et tout ça. La FFQ? Oui, FFQ. Ils ont joué un rôle important pour mettre la pression pour qu'ils puissent avoir ce fonds de la pauvreté. Mais je dois avouer qu'à ce moment-là, FFQ, puis encore pendant de nombreuses années, était majoritairement composé de femmes qui ne se voyaient pas comme des acteurs ou actrices économiques, donc avaient une grande malaise dans la façon qu'on a travaillé. Puis ça a été une source de tension qui s'est débattue, etc. Même si notre mouvement était très féminin. Mais en tout cas, d'ailleurs, Françoise David est venue au sommet en 2006. Elle s'est levée et a presque fait un autre critique en disant, moi, je dois dire que j'étais sceptique, etc., puis elle nous a félicité. Donc, ça a pris du temps. Tu as fait référence à ta présentation de la perception de l'économie sociale comme étant une économie pauvre. Et que Adam Desbiens nous repose la question, parce que sans doute que ça se vit encore dans plusieurs communautés. Donc, comment on peut la changer, cette perception-là, que l'économie sociale, c'est une économie pauvre ou de seconde zone? Parce qu'il faut continuer à y travailler. Est-ce que tu as des suggestions? Mais moi, je pense que il y a une partie, une discussion et à voir autour de comment on élimine la pauvreté, on réduit la pauvreté, et ça
c'est pas en juste isolant les pauvres dans les choses à côté. Bon. Mais l'autre élément, c'est comme je dis, c'est qu'on se définit comme acteur économique, c'est qu'on a notre nez à mettre dans tous les secteurs, que ce soit l'intelligence artificielle, que ce soit les numériques. C'est pas, on prend pas juste les morceaux que personne ne veut prendre, etc., mais qu'il n'y ait pas de raison qu'on ne puisse pas être présent dans un ensemble de secteurs, etc. Je pense que c'est en s'affirmant, en se positionnant dans un ensemble d'enjeux reliés à l'économie qu'on tranquillement on réussit à casser cette image-là en mettant de l'avant, évidemment, les entreprises. Mais quand je dis, toujours en ne pas reniant ce qu'on avait dit au sommet en 96, je me rappelle très bien parce qu'on l'avait formulé en disant, on ne renie pas notre rôle dans la lutte à la pauvreté et l'intégration des personnes en situation d'exclusion. On est un acteur parmi d'autres, mais on vous rappelle que le secteur privé et le secteur public a une grosse responsabilité là-dedans aussi. Et donc, on est là-dedans, mais on n'est pas seul. C'est que je pense que on porte ça longtemps, mais il n'y a pas de solution magique. Il faut juste le construire pour mettre les gens devant cette réalité-là. Excellent. Claudie Bourdouin nous écrivait, puis de temps en temps, après avoir écrit une question, elle disait « Ah, tu as déjà répondu, mais là, partagez celle-ci. Par rapport aux enjeux et critiques que tu nous as exposés, qu'est-ce qui constitue encore aujourd'hui des risques de dérive qu'il faut éviter ou comment les éviter? » Ben, moi, je pense que il y en a beaucoup qui existent encore. Tu sais, c'est un peu ça l'enjeu, il faudrait que je revienne. Mais parce que si on regarde la question du secteur public, du secteur privé et l'économie sociale, moi, je pense que c'est un débat qui est en évolution constante et qui doit être toujours présent. Par exemple, qu'est-ce que le secteur public fait mieux, qu'est-ce que le secteur privé, qu'est-ce que le secteur d'économie sociale fait mieux. Ça dépend de chacun des sociétés. C'est le meilleur exemple, c'est le garde de la petite enfance. C'est des places, c'est le privé. Et souvent en France, à partir de 2 ans, je pense que c'est dans les publics. Là, même, on a même ce débat-là présentement sur les maternelles de 4 ans, etc. Donc, je pense que c'est un débat qui peut être sain, mais c'est sûr qu'il y a des dangers à ce que ça soit utilisé, l'économie sociale, pour remplacer des services qui devraient rester des services publics. La question de la concurrence déloyale, encore une fois, pour moi, ça n'a jamais été, la déloyalité qui vient d'ailleurs, c'est que nous, on a plutôt viré ça en disant, on veut avoir ce qu'on appelle un level playing field, on veut la même chose que le privé, donnez-nous accès, mais tout en respectant les réalités, les façons de faire des entreprises collectives. Ça, c'est un débat qui est encore là pour nous, mais plus dans le sens contraire, qu'on veut avoir accès aux autres. Alors, moi, je pense qu'il y a effectivement des débats, mais je dirais que le débat qui est devenu peut-être le plus chaud, c'est toute cette question sur la propriété collective. Il y a on a un système qui a une capacité de récupération absolument incroyable. Et là, donc, c'est un peu, je pense, le fait que ce mouvement collectif au sein de l'économie prenait de la force. C'est pas un accident qu'on nous arrive maintenant à dire, oh, non, là, c'est l'individu, c'est l'entrepreneur social, c'est l'innovation sociale. On oublie, on essaie de tout perdre, tandis qu'on est un mouvement de démocratisation économique. La démocratie et l'économie sont au cœur de nos préoccupations et on ne faut jamais oublier ça. Donc, moi, je pense qu'il y a des débats qui sont plus importants qu'ils étaient à l'époque. Mais il y en a d'autres qui se poursuivent aujourd'hui, puis il faut une vigilance constante. Éric, merci Nancy, ça me parle tellement ce que tu me dis, parce que quand on est hors Québec, on est aussi davantage énervé dans tout ce monde-là qui se questionne et qui agit. Éric me pose la question parce que tu nous as fait un bilan historique et contextuel qui vaut un pesant d'or, mais il me demande quelles sont les menaces qui nous attendent dans les prochaines années. Quand tu regardes les grandes tendances, tu nous as nommé certaines pistes dans ton épilogue, dans les constats et dans les conclusions, mais si on avait vraiment à identifier ces menaces encore de façon plus précise pour qu'on s'organise ensemble sur des collectives, si on avait à en retenir une ou deux, là. En tout cas, je ne sais pas si je réponds à la question. Non, mais pour moi, l'enjeu de la démocratie dans toutes ses dimensions, à l'intérieur de l'entreprise, à l'intérieur du mouvement, dans la société, la démocratisation économique, là, pour moi, c'est le cœur parce que si on veut transformer
comme je dis, les transformations ne se font pas par des experts. Alors, ça implique l'éducation, la communication, la démystification, en tout cas. Mais pour moi, l'enjeu de la démocratie, c'est extrêmement, c'est fondamental. Et je dirais l'autre, c'est tout l'enjeu du changement d'échelle. C'est-à-dire que faut qu'on arrive, en tout cas, moi, il y en a qui pensent que, tu sais, on fait, en tout cas, moi, je pense que c'est un peu ça, à un moment donné, il faut prendre de plus en plus de place dans l'économie pour que ça devienne une évidence qu'il y a une autre logique économique qui doit dominer. Et bon, ça va se traduire par les politiques, puis les gouvernements qui veulent changer, etc. Mais je pense qu'on a un travail à faire pour changer d'échelle, pour pouvoir prendre une place plus grande et faire en sorte que les logiques économiques commencent à changer. C'est des petits défis, hein? Des gros défis. Ça boucle bien avec... Oui, tu as bien répondu, puis ça boucle aussi avec la prochaine question, parce que tu l'as dit, tu l'as redit, tu l'as dit 3 fois, que la démocratie est au cœur de toutes nos préoccupations, de toutes nos actions. On démocratise l'économie pour créer de la richesse dans la communauté. Mais c'est quoi les pistes pour continuer à relever le défi de la démocratie? Parce qu'on le sait, on le voit bien dans nos pratiques. Parfois, la démocratie est très saine, on la fait bien vivre. Parfois, il y a des tendances qui s'installent et de mauvaises habitudes peut-être reviennent au galop. Comment s'assurer qu'on relève ce défi-là de démocratie, qu'on en parle vraiment et qu'on continue à agir dans ce domaine-là? Bien, moi, je pense, comme tu dis, Étienne, il faut en parler. Il faut le mettre sur la table, mais aussi, tu sais, juste un exemple de débat qu'on a autour de la finance. Il y a des gens dans le milieu de la finance, tu sais, monde que je respecte beaucoup, que j'aime beaucoup, qui font de la finance sociale et ils veulent faire des bons deals pour le bien, tu sais, pour des bons projets. Mais pour moi, ça, c'est bien. Mais pour nous, l'enjeu, c'est de changer la dynamique. On est dans un monde de la financiarisation de l'économie où ceux qui détiennent le capital décident comment le développement se passe. Pour moi, un changement de modèle, c'est ceux qui font le développement au bénéfice de la communauté devraient décider comment le capital est utilisé, à quoi ça sert. Alors, dans la discussion qu'on a présentement sur l'utilisation de l'argent fédéral, par exemple, cet enjeu-là, c'est quoi notre objectif? C'est pas juste de construire des affaires efficaces, c'est de faire en sorte que cette approche de financement est bien comprise, intégrée, portée et vue dans une autre perspective. Donc, il faut mettre la démocratie là. Le débat autour de l'innovation sociale, c'est quoi qui est de la vraie innovation sociale? Une affaire d'experts ou une affaire de mobilisation collective? Alors, et évidemment, dans nos propres mouvements, est-ce que c'est juste des professionnels et le staff qui fait ça ou est-ce que bon, je sais que le chantier fait, par exemple, tout un travail de renouvellement de la vie associative, etc. Mais c'est important, tu sais, que le gouvernement, on a établi bon, je donne l'exemple et chapeau au chantier pour ça, c'est que le gouvernement dit, OK, nouveau plan de gouvernement, action gouvernementale dans l'économie sociale, bon, qu'est-ce que vous pensez du chantier? Le chantier dit non, pas nous qui pensons, nous les permanents, ou même le conseil d'administration, quels sont nos membres, qu'est-ce que les acteurs sur le terrain pensent, donnez-nous le temps de parler aux gens, après on vous le dirait, c'est ça notre fonction, mais c'est pas de se prendre pour. Fait que, je pense dans toutes nos démarches, la question de la démocratie, et qui ça prend différentes formes, mais liées à l'éducation, évidemment, et la transparence, c'est toutes les choses sur lesquelles on doit travailler tout le temps, et c'est ça qui va les distinguer et va démontrer que les vraies innovations, c'est les communautés, puis c'est les collectivités, puis la vraie intelligence, c'est comment on va transformer notre modèle de développement et sauver notre planète, ça vient de l'intelligence collective et pas de quelques, en tout cas, il n'y a pas de dictateur, mais leader éclairé. Même si ça m'énerve. Ben oui, ta passion, elle sort même à transpire et à faire respirer les gens sur ce webinaire. Plusieurs ont écrit inspirant. Merci beaucoup. Même Martin Joannis rajoute au niveau de la démocratie, c'est d'abord et avant tout davantage un plan sur le plan de la gouvernance. Il faut d'abord travailler ta vision à ça. Puis c'est sûr que la démocratie va... Donc, il faut se rappeler nos bonnes pratiques collectives, nos bonnes pratiques de démocratie collective. On n'a plus le temps, mais moi, je t'aurais amené sur le terrain de l'économie sociale versus l'économie sociale et solidaire. Je pense que ça peut faire partie de
de nos réflexions futures. Mais honnêtement, merci beaucoup Nancy au nom de toutes les personnes qui sont en ligne et toutes les personnes qui vont l'écouter. Moi, je pense que ça va être un webinaire qui va être écouté dans les salles de classe. C'est juste te dire qu'il y a une version longue, hein, puis j'ai un texte de 100 pages déjà, que si jamais avec exemple et qui va beaucoup plus en détail, c'est qu'à un moment donné, on trouvait un moyen de partager ça avec les gens. Je n'aurais pas tout éclairé pour partir ça dans un an. Okay. Non, c'est bon. Ça de nous partager les liens, on va les partager. Donc, merci tout le monde. Merci Nancy. Okay. Ton histoire est très riche, mais l'histoire de l'économie sociale et sociale du Québec, elle est encore très, très riche. Elle a su nous inspirer, nous motiver, nous informer. N'oubliez pas tout le monde, si vous voulez rester en contact avec le réseau canadien, vous pouvez aller sur le site, devenir membre ou carrément vous abonner aux infolettes et continuer à recevoir des informations d'un peu partout au Canada, mais aussi comme le chantier, le Réseau canadien de développement économique communautaire avec le chantier travaille sur la scène internationale, donc vous pouvez aussi trouver des informations. Prenez quelques secondes à la fin, vous allez recevoir un lien pour un sondage en ligne. On souhaite toujours améliorer nos pratiques de ressourcement, de renforcement de compétences et de connaissances via ces outils technologiques. Donc, n'hésitez pas de nous partager vos commentaires. L'enregistrement du webinaire sera disponible en ligne. Je veux vraiment remercier le Réseau canadien, Mike qui est en ligne, mais Mathieu aussi pour toute son aide technique et Anna aussi. Et au nom de tout le monde au sein du réseau, un grand merci d'avoir été là. Puis merci, Nancy, du fond du cœur. Quel plaisir. Tu m'as mis des mots dans la bouche pour les prochains argumentaires que j'ai apportés dans des réunions stratégiques dès demain. Donc, sur ce, merci tout le monde. OK, bye-bye. Merci beaucoup, Nancy.